Comment faire évoluer les modes de fonctionnement de son équipe et l'amener vers plus d'agilité? Réponse dans cet épisode d'ASAP. Il y a un risque bien plus grand à rater quelque chose qu'on essaye, le risque c'est de ne rien faire. Cette semaine, mon invité est Ludovic Cinquin, cofondateur d'Octo Technologies et auteur de Devenir une entreprise agile. Il va partager avec nous les bonnes pratiques pour pouvoir transformer son entreprise ou son équipe et l'amener vers l'agilité. Alors, je suis Ludovic Cinquin, j'ai une formation d'ingénieur et mon parcours professionnel est très simple puisque j'ai rencontré la personne qui était à l'initiative de la création d'Octo quelques semaines avant la création effective de la société. Donc, je l'ai rejoint dans la création de la société et j'ai passé depuis toute ma vie chez Octo, c'est-à-dire 23 ans maintenant. Alors, Octo, nous faisons du conseil en technologie et du delivery de produits logiciels. Et la façon dont je décris notre activité, c'est que nous aidons nos clients à relever les défis à la fois technologiques, méthodologiques et culturels associés au numérique. Alors, un des moments fondateurs d'Octo, ça a été l'arrivée de personnes qui étaient des membres de la première communauté agile en France, qui s'appelait XP France, et qui ont rejoint Octo parce qu'ils étaient hyper compétents et qu'on avait envie de les recruter, mais pas du tout pour leurs compétences agiles. Et progressivement, ils ont, on va dire, contaminé la culture de l'entreprise. Donc, on a commencé à faire des projets agiles dès 2004. Alors, pour les connaisseurs, le manifeste agile, qui est l'acte fondateur des méthodes agiles, date de 2001. Donc, c'était aux États-Unis. Donc, on a été assez précurseurs sur le sujet. Et puis, à force de faire des projets agiles, les gestes de l'agilité ont diffusé dans toute l'entreprise. On a commencé à avoir des modes de fonctionnement à l'échelle de l'entreprise qui sont devenus agiles. Vers les années 2009-2010, on a traversé une petite crise de croissance. On a atteint la taille de 150 personnes, qui est une taille plutôt bien documentée dans la gestion des entreprises, parce que c'est le moment finalement où la culture orale n'arrive plus à se diffuser simplement et où l'appartenance au collectif se dilue un petit peu. Et donc, à ce moment-là, en fait, on a utilisé tous les principes qu'on avait mis en place sur l'agilité pour aller un cran plus loin et utiliser ça dans la gouvernance de l'entreprise. Et on a créé ce qu'on appelle les tribus. Donc, les tribus, ça a été le fait de dire que la direction n'était pas forcément la mieux placée pour dire qui devait travailler sur quel sujet et avec qui. Et donc, on a laissé ça à la main des équipes. Donc, ce sont des équipes qui se sont auto-constituées avec les personnes qui voulaient rejoindre ces équipes-là et qui ont décidé du sujet sur lequel elles voulaient travailler. Donc ça a été quelque chose de très important dans l'histoire d'Octo parce que ça nous a vraiment fait basculer dans un autre modèle et ça a été une source d'engagement, de motivation, de pertinence très très fort pour tout le monde. Et puis, la croissance aidant, il faudra peut-être rappeler qu'on fait à peu près 20% de croissance par an, ce qui fait vite beaucoup de monde. La croissance aidant, on s'est rendu compte que les tribus, ça commençait à être compliqué parce qu'on avait 40 équipes à plat dans l'organisation. Et on a décidé d'utiliser des principes issus de la sociocratie pour aller un cran plus loin. Donc, on est dans ce process-là depuis à peu près 2 ans. La direction n'était pas forcément la mieux placée pour dire qui devait travailler sur quel sujet et avec qui. Alors, pour le coup, au moment où on s'est intéressé à l'agile, c'était quand même vraiment embryonnaire. Je pense même qu'on a été la première société de conseil à travailler selon ces modalités-là.
Donc, ça demande un acte de foi qui est un peu violent. J'ai envie de dire, 15 ans après, on a un peu le corrigé, donc ce seraient des transitions qui pourraient être plus faciles. Donc, il a vraiment fallu qu'on reprogramme notre cerveau pour aller vers ce type de sujet. Malgré tout, je pense que tout ce qui relève d'un changement de culture, c'est des changements qui peuvent être assez longs. J'ai du mal à me faire un avis définitif là-dessus parce que je vois que dans les entreprises, c'est souvent des changements qui doivent être longs et je trouve souvent les grands groupes très gourmands dans l'agressivité de l'agenda qu'elles mettent en place sur ce type de sujet. Et souvent, ça brusque le corps social. Au bout d'un moment, ça peut susciter de la résistance. Et si on reste coincé au milieu du gué, c'est la pire des situations quelque part, hein, parce qu'on n'a pas les bénéfices de la nouvelle approche. On garde des réflexes de l'ancien monde avec tout le monde qui est un peu échaudé. Et on a préparé le terrain pour que la prochaine transformation se passe mal. Donc, d'un côté, je vois ça, donc assez quotidiennement dans mon boulot de consultant. Et puis, de l'autre côté, en un an, il y a une population entière qui a appris à mettre le masque. Donc, c'était inimaginable il y a pile un an maintenant, enfin, un an et un mois. Maintenant, ça paraît une évidence et quand on sort sans son masque dehors, on a presque l'impression d'être tout nu, quoi. Donc, et pareil pour l'arrêt de la cigarette. Donc, paradoxalement, on peut avoir des changements de comportement assez radicaux en un an à l'échelle d'une nation. Donc j'ai du mal à me faire une religion, mais sur les changements de façon de travailler, qui sont une quantité de petits gestes, je pense que c'est difficile de faire des choses en 1 ou 2 ans, comme on a souvent dans les programmes des grandes entreprises. Alors, on l'a un petit peu évoqué, mais je pense qu'il faut adopter la posture managériale en fonction du moment de transformation dans lequel on est. Donc, au début, il faut mettre de l'énergie, de l'enthousiasme. Et puis, il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est qu'il faut arriver à limiter les effets projecteurs. Hein. C'est-à-dire que s'il y a des initiatives qui sont trop sous les feux de la rampe, on crame les porteurs des initiatives et on frustre les gens qui ne sont pas sous les feux de la rampe. Donc, il y a ce moment initial à bien gérer. Puis, au bout d'un moment, le soufflet retombe. Donc, il faut remettre un peu d'énergie. Faut rappeler les engagements qu'on s'est pris. Il faut refixer l'objectif qu'on cherche à atteindre parce que, au bout de 6 mois, 1 an, il y a un peu de fatigue et on peut avoir perdu de vue les intentions. Et puis, il y a une phase qui me paraît assez clé, c'est le moment où on ne fait pas tout à fait comme il faut, mais on a les meilleures intentions du monde collectivement, mais on n'ose pas dire qu'on ne fait pas tout à fait comme il faut parce qu'on a l'impression que tout le monde fait tout bien à côté. Et il faut arriver à discuter de ces sujets-là assez librement pour passer le stade de maturité d'après, où on va aller chercher des détails de mise en œuvre pour perfectionner la méthode et l'approche, en fait. Et puis il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est qu'il faut arriver à limiter les effets projecteurs. Hein. Dans les choses que je trouve utiles, c'est on a vite fait de débattre modèle contre modèle, et c'est plus riche de débattre d'expérience contre expérience. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que plus on défend un modèle, plus on se conforte dans la validité de ce modèle, donc moins on est ouvert à la discussion. Alors que l'expérience, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire si je ne crois pas en l'agile, mais qu'on me demande de bosser selon des méthodes agiles pendant 1 mois, à la fin de ce mois-là, je serai beaucoup plus ouvert aux avantages réels et aux inconvénients réels de la méthode que si je ne fais qu'argumenter de façon théorique sur ce sujet-là. Donc, mettre les gens qui sont en opposition en situation de tester ça et puis discuter d'expérimentation, de tests et pas de théorie, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience la plus petite possible pour valider ou invalider une hypothèse, donc qui est un principe du lean management, du lean startup, et qui, à mon sens, est assez puissant. Et il y a même des clients chez qui on ne parle même pas d'agile, on met en place les rituels agiles, qu'au bout d'un moment, on fonctionne en agile, ils ne se sont jamais posé la question, ça n'a jamais été un sujet.
débattre d'expérience contre expérience. Je dirais scolaire, parce que nous, justement, on essaye de pas être dogmatique au début en laissant aux gens le choix de la vitesse à laquelle ils veulent y aller, comment ils veulent y aller. Après, on a plein de principes chez nous qui disent que quand tu es débutant, tu appliques le principe à la règle, et puis c'est juste quand tu deviens un petit peu expert que tu peux te libérer de la règle. Mais on essaye vraiment de faire en sorte que le changement ne soit pas un changement trop forcé. Donc, chaque fois qu'on fait des transformations comme ça, on essaye de réfléchir au what's in it for me, c'est-à-dire quelle est la part d'incitation et de motivation intrinsèque qu'il y a à aller chercher chez les individus, et qui voient pas ça comme le nouveau dada de la direction, ce qui peut arriver même chez nous, hein. Mais voilà, on essaye quand même d'aller chercher de l'intérêt chez les gens. Et puis, ce qu'il y a de magique dans notre culture, et sincèrement, je ne sais pas si dans une autre boîte, je serais capable de reconstituer ça, mais ce qu'il y a de magique, c'est que quand on met un sujet comme ça, nouveau, au milieu de l'espace du forum public, et bien, en fait, il y a des gens qui s'en emparent, qui commencent à le creuser. Donc, très rapidement, sur la sociocratie, on a vu émerger des groupes de lecture, de bouquins emblématiques sur le sujet. Il y a des équipes qui essayent spontanément pour voir ce que c'est, sans qu'il y ait besoin de faire une décision d'entreprise sur le sujet. On essaye de ne pas être dogmatique au début en laissant aux gens le choix de la vitesse à laquelle ils veulent y aller, comment ils veulent y aller. Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même des gens chez nous qui managent une dizaine de personnes, mais on essaye de pousser ce moment-là le plus tard possible dans la carrière des personnes, parce que alors on a une valeur qui est assez forte chez nous, qui est l'expertise. On est persuadé que l'expertise, c'est ça qui construit la maîtrise des gens, c'est ça qui construit leur confiance en eux, qui construit leur crédibilité dans ce qu'ils font et ce qu'ils disent, et surtout dans des métiers de conseil, où on considère que bien connaître un sujet, c'est quand même quelque chose d'assez déterminant pour bien effectuer un conseil auprès des clients. Et donc, du coup, on veut que cette expertise guide les individus le plus longtemps possible. Et le problème, c'est que dès qu'on commence à faire du management et qu'on y consacre le temps qu'il faut, et dès qu'on a beaucoup de managers, c'est difficile de faire autre chose. Donc, du coup, on fait en sorte que dans les premières années de management, 4 à 5 ans du début dans un rôle de management, les personnes aient entre 2 et 5 managers, pour leur laisser du temps pour continuer à faire leur boulot de consultant, de développeur, d'expert. Et donc, ça veut dire que mécaniquement, il faut qu'on multiplie le nombre de managers et le nombre de niveaux hiérarchiques. C'est pas tellement un problème chez nous dans le sens où le management n'est pas très statutaire chez nous. Donc, c'est vraiment plus un rôle qu'un grade fondamentalement. Et donc, du coup, c'est pas parce qu'on a, alors je crois qu'il doit y avoir aujourd'hui 7 niveaux hiérarchiques dans une entreprise qui fait 750 personnes, donc ça fait quand même beaucoup. Mais ça n'empêche pas, par exemple, la personne qui vient d'arriver au bas de l'échelle managériale de rentrer dans mon bureau pour me poser une question, ou moi d'aller le voir parce que j'aurai quelque chose à lui demander, quoi. Et personne ne s'en formalise, et c'est OK. Et pareil, entre les équipes, les gens discutent très librement entre eux. Ils n'ont pas besoin de passer par leur manager, d'escalader, demander des autorisations, des choses comme ça. Donc, le management n'est pas pesant chez nous. Il y en a plus une vision du management as a coach. Et donc, on déjoue un petit peu la doxa sur le sujet du management dans les livres de management. Alors, ma formation initiale est plutôt teintée production industrielle, donc rien à voir avec l'informatique. Et j'ai pas mal d'amis donc qui sont encore dans ce secteur-là. Et quand on passe manager, on reste crédible assez longtemps sur la technique parce que la technique évolue, mais pas du tout au tout en 10 ans, quoi. En informatique, il y a quand même eu des ruptures de paradigme sur les 10 dernières années qui sont assez violentes. Et pour des gens qui ne seraient pas connectés à l'expertise, c'est difficile de rester au niveau quand même. Pas tellement un problème chez nous dans le sens où le management n'est pas très statutaire chez nous. Donc
vraiment plus un rôle qu'un grade fondamentalement. Plutôt que de se focaliser sur des valeurs aspirationnelles, on est déjà allé chercher ce qui était réellement ancré chez nous, quoi. Donc, on s'est vraiment appuyé sur qui on était plutôt que qui on rêverait d'être. Et du coup, ça simplifie la donne, hein, parce que voilà, c'est déjà ce qu'on fait au quotidien d'une certaine façon qu'on met en lumière dans les comportements souhaités. Et l'autre chose qu'on essaye de faire, c'est de donner des illustrations de situations et de comportements qui valident ces valeurs-là. Il y a certaines histoires aussi qui circulaient, c'est un peu moins vrai maintenant parce que on a pas mal grossi ces derniers temps, mais il y a quelques histoires emblématiques, hein, qui circulaient autour des valeurs et qui au début ont joué un rôle d'ancrage de ces valeurs hyper fort. C'est-à-dire que finalement, les valeurs, la façon dont elles diffusent le mieux, c'est quand on se raconte des histoires de la machine à café où il y a machin qui a été mis dans la lumière parce qu'il avait fait un truc super, et puis un tel qui est parti parce que il s'est comporté pas selon les standards de l'entreprise, quoi. Donc ces histoires, je pense, sont essentielles pour la diffusion des valeurs. Et si les histoires qu'on raconte sont antinomiques avec les valeurs qu'on affiche, je pense que là, c'est plus pour le coup. Il y a quelques histoires emblématiques qui circulaient autour des valeurs et qui, au début, ont joué un rôle d'ancrage de ces valeurs hyper fort. Si, ce dont je suis le plus fier, mais c'est le fait que l'information n'est pas un enjeu de pouvoir, et c'est la circulation de l'information qui est un enjeu de pouvoir. Et ça, c'est la clé de tout, parce que c'est ça qui fait qu'on apprend vite, et dans une économie de la connaissance, l'apprentissage, c'est quelque chose qui est absolument clé, quoi. Et couplé à quelque chose qui est que l'erreur n'est pas quelque chose de fondamentalement stigmatisé chez Octo, c'est-à-dire que si on essaye des choses compliquées et qu'on se plante, c'est OK, en fait. Et ces deux choses-là, on a réussi à les installer, alors par des petites pratiques, par le fait que mettre en avant certaines valeurs plutôt que d'autres, donc notamment des valeurs associées au collectif plutôt que des valeurs associées à l'individualisme. Et du coup, ça crée un système qui est impressionnant quand il fonctionne à son max, en fait. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entraide, beaucoup de circulation d'informations, une grande transparence, et ouais, ça j'en suis assez fier, en fait. C'est le fait que l'information n'est pas un enjeu de pouvoir, et c'est la circulation de l'information qui est un enjeu de pouvoir. En fait, moi, quand on a lancé les tribus, qui sont globalement le premier mouvement conscientisé et un peu courageux dans des modes de fonctionnement alternatifs d'Octo, je me suis quand même posé pas mal de questions, parce que j'avais une angoisse qui était et si on lance ça et que ça marche pas, est-ce qu'on plie pas l'entreprise dans les 6 prochains mois? Donc, j'ai eu une petite goutte de sueur quand même au moment d'appuyer sur le bouton. Et la leçon que je tire de ce moment-là, fondateur pour moi, et de ce qui se passe par la suite, c'est que il y a un risque bien plus grand à rater quelque chose qu'on essaye. Le risque, c'est de ne rien faire, en fait. Et voilà, si ce bouquin, ce podcast, je vais juste donner une envie à des gens, c'est celle d'essayer des choses dans leur organisation, voilà, je pense que je serais content. Merci à Ludovic d'avoir accepté mon invitation, et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode d'ASAP.